En 1868, le Texas Panhandle n'était pas un endroit pour les âmes sensibles. C'était une terre d'ossements blanchis et de promesses non tenues, où le soleil tapait avec la fureur d'un dieu vengeur. Pour Lucinda Dalton, une veuve accrochée à la seule maison qu'elle ait jamais connue, la survie était un combat quotidien mené avec courage et poudre à canon. Elle pensait avoir vu le pire de ce que cette terre impitoyable avait à offrir. La sécheresse, la maladie qui avait emporté son mari, la solitude qui rongeait son âme. La survie était un combat quotidien mené avec courage et poudre à canon. Elle pensait avoir vu le pire de ce que cette terre impitoyable avait à offrir. La sécheresse, la maladie qui avait emporté son mari, la solitude qui rongeait son âme. Mais elle se trompait. Un après-midi torride, un bruit dans le vent, faible et désespéré, allait la conduire à faire un choix qui allait réécrire son avenir et déclencher un conflit qui menaçait de réduire en cendres tout ce qui lui était cher. Elle était sur le point de découvrir que la chose la plus dangereuse dans l'Ouest n'était ni la chaleur ni les serpents à sonnette. C'était le cœur désespéré d'un père. La chaleur était une présence physique. Elle scintillait au-dessus des plaines alcalines, déformant les montagnes lointaines en spectres ivres et vacillants. Lucinda May Dalton plissa les yeux, se protégeant du soleil avec sa main, tandis qu'elle scrutait l'horizon. Il n'y avait rien. Rien d'autre que l'étendue infinie et brutale de terre brûlée et le ciel impitoyable et scintillant. Cela faisait 2 ans que la fièvre avait emporté Samuel, la laissant seule gardienne de leurs 300 acres de poussière et de défis, un petit ranch maintenu par la sueur, les souvenirs et le refus obstiné de se rendre. Sa propriété, le Dalton Homestead, était une île dans une mer de désolation. Son seul atout, une artère mince et vivifiante appelée Whispering Creek. C'était pour ce ruisseau qu'il s'était installé ici, et c'était pour lui qu'elle mourrait plutôt que de le laisser partir. Cet après-midi-là, le silence était différent. D'habitude, il était comme une couverture épaisse, réconfortante par sa familiarité. Aujourd'hui, il était mince, tendu, torturé et transpercé par un son qu'elle ne parvenait pas à identifier au premier abord. C'était un cri aigu et rauque, presque perdu dans le sifflement du vent qui balayait les plaines. Au début, elle le prit pour un faucon ou un petit coyote, mais il se fit entendre à nouveau, plus aigu cette fois, empreint d'une terreur pure et sans mélange. La curiosité, une denrée dangereuse dans cette région, prit le dessus. Son fusil Winchester calé dans le creux de son bras, sa crosse usée par ses mains et celle de Samuel, elle descendit le perron de sa petite maison en torchis. Le bois grinça sous ses bottes en cuir usé. Elle marcha vers le bruit, ses yeux scrutant le ravin jonché de rochers qui bordait l'extrémité ouest de sa propriété. À mesure qu'elle s'approchait, d'autres sons se joignirent aux pleurs, des grognements gutturaux et des jappements excités de coyotes. Son sang se glaça. Ils étaient en train de chasser. Elle accéléra le pas, le cœur battant à tout rompre, et gravit une petite colline. Elle les vit. Une meute de 5 coyotes, maigres et galeux, leur fourrure de la couleur de la poussière sur laquelle ils se tenaient. Ils encerclaient quelque chose de petit, un paquet gisant près de la base d'un buisson épineux et enchevêtré. L'un des plus gros coyotes se précipita, claquant des mâchoires. Le paquet poussa un autre cri terrifié. Ce n'était pas un animal, c'était un bébé. Tous ses instincts lui criaient de faire demi-tour. Ce n'était pas son combat. C'était la loi sauvage et impitoyable de la terre qui s'exerçait. Mais le son de ce cri, si désespérément impuissant, s'accrocha à son âme. Elle pensa à la petite tombe anonyme à côté de celle de Samuels, l'enfant qu'elle avait porté pendant 6 mois et qu'elle avait perdu à cause du froid glacial de l'hiver. Un feu froid et intense s'alluma dans sa poitrine. « Éloignez-vous de lui », rugit-elle, sa voix engloutie par l'immensité, mais suffisamment aiguë pour faire reculer les coyotes. Elle leva le Winchester, le métal brûlant contre son épaule. Elle ne pouvait pas tirer proprement sur les animaux sans mettre l'enfant en danger. Elle tira en l'air. Le craquement du fusil résonna à travers la plaine, aigu et violent. Les coyotes se dispersèrent un instant, surpris, leurs yeux jaunes brillants d'une ruse sauvage. Mais la faim était plus forte que la peur. Ils se regroupèrent, grognant, leur attention partagée entre elles et leur repas. Lucinda savait qu'elle devait réduire la distance. Elle descendit précipitamment la pente rocheuse, ses bottes glissant sur les éboulis instables.
Sortez d'ici, bande de chiens diaboliques. Le chef de la meute, un mâle grisonnant à l'oreille déchirée et au sourire aux lèvres noires, décida de la défier. Il baissa la tête et chargea. Elle n'eut pas le temps de viser. Elle brandit le lourd fusil comme une massue et frappa l'animal à la tête, provoquant un craquement d'os écœurant. Il poussa un jappement étouffé et pathétique et s'effondra en un tas. Les 4 autres hésitèrent, désorientés par l'odeur du sang de leur chef. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle se précipita en avant, hurlant avec une fureur qu'elle ne se connaissait pas, et ramassa le paquet par terre. Elle n'osa pas le regarder. Elle se retourna et courut, remontant la pente en courant, les aboiements et les grognements de la meute à ses trousses. Elle ne s'arrêta que lorsque le bois massif de sa porte d'entrée se referma et que la lourde barre se mit en place. Ses poumons brûlaient, ses mains tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Elle s'appuya contre la porte, à l'écoute. Les coyotes gémirent et grattèrent le bois pendant 1 minute avant que l'odeur de leur chef tombé ne les ramène vers le ravin. Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de regarder ce qu'elle tenait dans ses bras. C'était un petit garçon, âgé de quelques mois à peine. Il était enveloppé dans un morceau de cuir brut, orné de perles disposées selon un motif qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui était indéniablement Comanche. Sa peau était brûlante, son visage griffé et couvert de saleté. Une vilaine entaille causée par la dent d'un coyote suintait du sang sur son petit bras. Ses yeux étaient fermés et sa respiration était faible et saccadée. Il était en train de mourir. Son esprit s'emballa. À qui appartenait cet enfant? Où était sa famille? La présence d'un bébé Comanche aussi loin dans un territoire colonisé ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il y avait eu un raid, un combat, quelque chose de violent. Le recueillir était un acte de folie. Si sa famille venait de le chercher, elle pourrait la considérer comme une kidnappeuse et brûler sa maison. Si les habitants de Redemption Gulch, à 30 km à l'est, découvraient qu'elle hébergeait un sauvage, elle serait mise au bain de la société, voire pire. Les Texas Rangers ne poseraient pas de questions. Elle devrait le laisser sous le porche. Laisser la nature suivre son cours. C'était de la chose sensée à faire, la chose sûre à faire. Le bébé remua sa petite main, déplia ses doigts incroyablement petits et effleura sa paume rugueuse et cailleuse. À cet instant, il n'était pas un Comanche. Il n'était pas le symbole d'une guerre à laquelle elle ne voulait pas prendre part. Il était un enfant seul et mourant. Il était le fantôme de son propre espoir perdu. « Bon sang », murmura-t-elle dans la pièce vide, la voix chargée d'émotion. « Bon sang ». Avec précaution, elle le porta jusqu'au petit bassin d'eau qu'elle gardait près du poêle. Le combat contre les coyotes était terminé. Le combat pour sa vie ne faisait que commencer. La première nuit fut un véritable cauchemar réveillé. Le bébé qu'elle avait pris l'habitude d'appeler « petit chat », en raison des petites cris féroces qu'il poussait, brûlait d'une fièvre qui semblait déterminée à le consumer. Lucinda travailla avec une énergie frénétique et désespérée, transformant sa petite maison en infirmerie. Elle nettoya d'abord la morsure de coyote sur son bras, l'estomac noué à la vue de la chair déchirée. Elle n'avait pas d'instruments médicaux, seulement ce que la terre et ses propres connaissances rudimentaires lui fournissaient. Elle la lava avec du whisky, une denrée précieuse qu'elle gardait pour les pires morsures de serpent ou les désespoirs les plus profonds, et écouta les cris de douleur de l'enfant, un son qui lui transperçait le cœur. Puis elle écrasa des feuilles d'achillée millefeuille, une astuce que sa mère lui avait apprise pour en faire un cataplasme afin d'éviter l'infection, et l'appliqua sur la plaie, la fixant avec une bande déchirée dans une vieille chemise de Samuel. La fièvre était l'ennemi le plus redoutable. Elle le baignait constamment dans l'eau fraîche du ruisseau, essuyant son petit corps brûlant avec un chiffon doux. Sa peau était d'un cuivre foncé et ses cheveux étaient d'une soie noire éclatante. Il était magnifique, et la vue de sa vulnérabilité réveilla en elle un instinct protecteur féroce. Elle se souvint des herbes que sa grand-mère, une femme qui faisait davantage confiance à la terre qu'à n'importe quel médecin, avait l'habitude de cueillir. Dans la lumière déclinante, elle fouilla frénétiquement le lit du ruisseau, ses doigts creusant le sol à la recherche des précieuses racines de pure seaweed pour l'aider à respirer et des feuilles d'écorce de sol pour combattre la fièvre. Elle prépara un thé amer, forçant de minuscules gouttes précaires entre les lèvres gercées du bébé avec le bout de son doigt. Toute la nuit, elle resta assise dans le fauteuil à bascule que Samuel avait construit pour elle,
le bébé bercé dans ses bras. Le rythme du balancement était une prière. Le craquement des planches était un hymne. Chaque respiration saccadée de l'enfant était une victoire. À la lueur vacillante de la lampe, elle examina le travail complexe de perles sur l'enveloppe en cuir brut. C'était l'œuvre d'une mère aimante, les motifs racontant une histoire qu'elle ne pouvait pas lire, mais qu'elle pouvait ressentir dans les coutures méticuleuses. Où était cette mère maintenant? Cette pensée lui apporta une nouvelle vague de chagrin et de peur. À l'aube, la fièvre tomba. L'instant d'avant, il rayonnait de chaleur comme une fournaise. L'instant d'après, une fine couche de sueur recouvrait son corps et sa respiration s'était approfondie, s'équilibrant dans le rythme régulier du sommeil. Lucinda pleura. Des larmes silencieuses d'épuisement et de soulagement creusaient des sillons dans la crasse qui recouvrait son visage. Il était vivant. Il s'était battu. Et il avait remporté la première bataille. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange routine secrète. Le petit chaton grandissait et devenait plus fort. Il commença à boire du lait de chèvre qu'elle lui donnait patiemment à boire à l'aide d'une petite poche en cuir qu'elle avait confectionnée. Ses yeux sombres et intelligents la suivaient partout dans sa cabane. Parfois, un soupçon de sourire effleurait ses lèvres, et Lucinda ressentait une joie si profonde qu'elle en était effrayée. Elle s'attachait à lui. Elle construisait dans son cœur un foyer pour un enfant qui pouvait lui être arraché à tout moment, laissant une blessure bien plus profonde que celle que son absence avait déjà laissée. Son isolement, autrefois source de réconfort, devenait désormais un mur de peur. Chaque bruit, le cri d'un faucon, le cliquetis d'un volet mal fixé, la plongeait dans une panique soudaine. Était-ce son peuple? Était-ce quelqu'un de la ville? Une semaine après l'avoir trouvé, ses provisions étaient dangereusement basses. Elle avait besoin de sel de fleurs et de bandages supplémentaires. Le voyage à Redemption Gulch était inévitable. L'idée de laisser le bébé seul était terrifiante, mais celle de le laisser mourir de faim était pire. Elle l'emmaillota étroitement et le plaça dans un berceau de fortune qu'elle avait installé dans la cave à légumes, un espace sombre et frais caché sous une trappe dans son plancher. C'était l'endroit le plus sûr auquel elle pouvait penser. « Je serai de retour avant le coucher du soleil », murmura-t-elle à l'enfant endormi, la voix étranglée. « Sois fort pour moi, mon petit chaton. » Les 30 kilomètres qui la séparaient de Redemption Gulch furent une épreuve angoissante. La ville n'était guère plus qu'une rue poussiéreuse bordée d'un saloon, d'un magasin général, d'une forge et du bureau du shérif. C'était un endroit qui tolérait son existence tant qu'elle restait discrète. À l'intérieur du magasin général de Peterson, l'air était chargé d'odeurs de grains de café, de viande séchée et de ragoûts locaux. Mildred Peterson, une femme au visage perpétuellement crispé dans une expression de désapprobation, regarda Lucinda par-dessus ses lunettes. « Dalton, dit-elle d'une voix sèche comme un os, je pensais qu'une tornade de poussière t'avait emporté. »« Je suis toujours là, Mildred, » répondit Lucinda d'une voix monocorde en tendant sa liste. Alors que Mildred rassemblait les articles, le shérif Brody poussa la porte. C'était un homme corpulent, au visage en sueur et aux petits yeux prédateurs. Il travaillait pour l'homme le plus puissant du comté, Bartholomew Corrigan, un magnat de l'élevage qui rachetait sans relâche tous les petits ranges, sauf le sien. Corrigan voulait ses terres, en particulier son ruisseau, et il n'était pas du genre à accepter un refus. « Lucinda, dit le shérif Brody d'un ton qui imitait maladroitement la cordialité, « ça fait un moment que tu es seule là-bas. »« Je m'en sors, répondit-elle sans le regarder dans les yeux. Monsieur Corrigan venait de prendre de vos nouvelles. Brody continua, appuyé contre le comptoir. Il s'inquiète pour une femme seule là-bas et il est toujours prêt à vous faire une offre très généreuse pour votre terrain, suffisamment pour vous installer confortablement dans l'Est. La réponse est la même que le mois dernier, shérif. Je ne vende pas, Brody plissa les yeux. Votre ruisseau s'assèche partout ailleurs. Un homme pourrait avoir très soif. Le monde est dangereux. Les Indiens, les hors-la-loi. Une femme ne peut pas protéger seule un tel endroit pour toujours. La menace était voilée, mais elle flottait dans l'air comme de la fumée. Lucinda rassembla ses provisions, les jointures blanchies par la force avec laquelle elle serrait le sac de farine. « Je ne suis pas seul. J'ai le fusil de Samuel et une main sûre. Dites-le à M. Corrigan. » Elle se retourna et quitta la pièce, laissant derrière elle le rire froid du shérif. Le trajet du retour fut alimenté par une nouvelle forme de peur.
Elle ne devait plus seulement s'inquiéter pour la famille du bébé. Corianne se rapprochait. Il voulait son eau et rien ne l'arrêterait pour l'obtenir. Elle parcourut le dernier kilomètre au galop, le cœur battant à tout rompre, envahie par un terrible pressentiment. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la cabane, tout semblait normal. Elle se précipita vers la trappe, les mains tâtonnant autour de l'anneau de fer. « Petit chat », appela-t-elle dans l'obscurité. Pas de réponse, seulement le silence. Un silence épais et suffocant qui lui disait que quelque chose n'allait vraiment pas. Son monde bascula. Il avait disparu. Une panique froide et aiguë s'empara de Lucinda. Elle laissa tomber son sac de provisions, dont le contenu se répandit en un nuage blanc sur le plancher. Elle descendit précipitamment l'échelle menant à la cave, la lanterne à la main, projetant des ombres frénétiques et dansantes sur le sol et les murs. Le berceau était vide. La petite couverture était froissée, comme si son occupant s'était simplement évaporé. « Non !» murmura-t-elle dans un souffle incrédule. « Non, non, non. » Son esprit était en ébullition. Les coyotes avaient-ils réussi à s'introduire dans la maison? Impossible. La cabane était fermée à clé. Avait-il été enlevé? Elle scruta la cave du regard. Il n'y avait aucun signe de lutte. Elle remonta à l'étage et balaya la pièce principale du regard. La lourde barre sur la porte était toujours en place de l'intérieur. Les fenêtres étaient fermées. Personne n'aurait pu entrer ou sortir. Puis elle le vit. Sur le sol, près de la trappe, gisait une seule plume sombre attachée avec une fine bande de senu teinte en rouge. Elle n'était pas là quand elle était partie. Son sang se glaça. Quelqu'un était entré dans sa maison. Quelqu'un qui pouvait se déplacer sans faire de bruit, qui pouvait contourner les serrures et les barres comme si elles n'étaient que des suggestions. Son peuple. Ils étaient venus. Ils avaient trouvé leur enfant et l'avaient emmené. Une vague d'émotion submergea son soulagement de savoir qu'il était avec sa famille, suivi d'un sentiment de perte déchirant et profond. Le silence de la cabane était soudain assourdissant, amplifiant l'absence de la petite vie fragile qu'il avait remplie pendant la semaine écoulée. Elle s'effondra dans le fauteuil à bascule, la plume serrée dans sa main, et pour la première fois depuis la mort de Samuel, elle se sentit complètement seule. La brève et inattendue saison de la maternité était terminée. Les jours suivants furent un brouillard de routine vide de sens. Elle nettoya l'écurie, répara une clôture et colmata le toit. Le travail physique était une distraction bienvenue qui lui permettait d'oublier la douleur dans sa poitrine. Mais la nuit, le silence revenait, et avec lui les fantômes. Le fantôme de Samuel, le fantôme de sa fille mort-née, et maintenant le fantôme d'un petit bébé Comanche qui lui avait volé une partie de son cœur. La menace de Bartholomew Corrigan, cependant, n'était pas un fantôme. Elle était bien réelle et elle s'intensifiait. Une semaine après son voyage en ville, deux de ses ouvriers agricoles, des hommes rustres au regard cruel et aux dents tachées de tabac, entrèrent à cheval sur sa propriété. Ils ne se donnèrent pas la peine d'ouvrir la barrière, coupant simplement la clôture métallique que Samuel avait si minutieusement tendue. « Maman !» dit l'un d'eux d'une voix traînante, sans descendre de cheval, tandis que l'autre mit pied à terre et se dirigea ostensiblement vers la pompe de son puits. « Monsieur Corrigan nous a envoyés. Il a entendu parler de Comanche dans la région. Il voulait juste s'assurer que vous étiez en sécurité. » L'homme près du puits pompa de l'eau dans son chapeau et laissa son cheval boire, un geste délibéré pour affirmer sa propriété. « L'eau est excellente, dit-il. Ce serait dommage que la source soit contaminée. » Lucinda se tenait sur son porche, le Winchester tenu mollement à ses côtés, le canon pointé vers le sol mais prêt à tirer. « Je suis en sécurité, et mon eau est pour mon bétail. Dites à votre patron de garder ses bâtards sur ses terres. » Le premier homme eut un petit rire humilié. « C'est ça le problème, maman. Monsieur Corrigan commence à penser que toutes ces terres lui appartiennent. Il attend juste que les papiers soient en règle. » Il souleva son chapeau. « Passez une bonne journée. » Ils partirent, laissant derrière eux la clôture coupée, béante comme une blessure. Lucinda savait que c'était un message. Ce n'était que le début. Corrigan la testait, la poussait, voyait jusqu'où elle pouvait aller avant de craquer. Les rumeurs avaient également commencé à circuler à Redemption Gulch. Lors de son prochain voyage pour s'approvisionner, elle sentit le changement. Les gens qui lui faisaient auparavant un signe de tête poli détournaient désormais les yeux. Mildred Peterson était plus froide que jamais, jetant pratiquement ses achats sur le comptoir.
J'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes, dit Mildred, la voix pleine d'insinuation. Juste une clôture coupée, répondit Lucinda d'un ton neutre. Ce n'était pas ce que j'ai entendu, insista Mildred en baissant la voix. Frank, le fils du forgeron, a dit avoir vu des traces près de votre propriété, des chevaux ferrés et d'autres poneys non ferrés. La peur des Comanches était palpable dans la ville, une terreur profonde née d'années de conflits sanglants. Être associé à eux, même de manière indirecte, revenait à être qualifié de sympathisant, de traître. Frank est un garçon qui a de l'imagination, dit Lucinda en serrant les mâchoires. Et moi, je suis une veuve qui essaie de gérer un ranch. Je n'ai pas le temps de m'occuper des ragots. Mais le doute avait germé. Elle était la femme qui vivait seule, la femme qui refusait de vendre à l'homme le plus puissant des environs. Et maintenant, la femme qui avait des traces inexpliquées sur ses terres. Les murs se refermaient sur elle, à la fois à cause de la cupidité de Corrigan et de la peur de la ville. Cette nuit-là, un orage éclata, spectacle magnifique et violent dans la plaine. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant le paysage de flash monochrome. Le tonnerre faisait trembler les fondations même de sa petite maison. Lucinda était assise près de la fenêtre, regardant la pluie fouetter la vitre, se sentant aussi piégée et agitée que le temps dehors. Dans un éclair brillant, elle l'aperçut. Il était assis sur un cheval au sommet de la crête, surplombant sa propriété, silhouette se découpant sur le ciel orageux. Il était immobile, statue d'un homme observant sa maison. Il était trop loin pour qu'elle puisse distinguer ses traits, mais elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un des hommes de Corrigan. C'était un Indien, un guerrier. Une peur primitive et immédiate la traversa. Elle s'éloigna de la fenêtre, sa main se dirigeant instinctivement vers le fusil appuyé contre le mur. Était-il revenu? N'était-ce pas la famille du bébé qui l'avait emmené? Était-ce un groupe de guerriers? Elle se glissa jusqu'à la fenêtre et regarda à travers une fente dans les volets. Il était toujours là, sentinelle silencieuse et immobile au cœur de la tempête. Il n'attaquait pas. Il observait, attendait. Le reste de la nuit, chaque coup de tonnerre résonnait comme un bruit de sabots, chaque rafale de vent comme un cri de guerre. Elle ne dormit pas. Elle resta assise dans son fauteuil, le Winchester sur les genoux, les yeux fixés sur la crête. Lorsque les premières lueurs grises de l'aube percèrent les nuages, il était parti. Il avait été une ombre dans la tempête, un murmure dans le vent, mais Lucinda savait avec une certitude effrayante qu'il reviendrait, et qu'à son retour, il ne viendrait pas pour l'enfant. Il viendrait pour elle. La surveillance se poursuivit pendant 3 jours. Il n'était jamais proche, jamais menaçant, mais toujours présent. À l'aube, elle voyait sa silhouette sur la crête orientale. À midi, un mouvement fugace dans les peupliers près du ruisseau. Au crépuscule, une silhouette solitaire sur la mesa occidentale se découpait sur le soleil couchant. Il était un fantôme aux confins de son monde, une présence constante et déconcertante. Lucinda vivait dans un état d'alerte maximale, les nerfs à vif. Elle accomplissait ses tâches quotidiennes avec le Winchester en bandoulière, les yeux constamment rivés sur l'horizon. Elle dormait habillée, le fusil à côté de son lit. La peur était physique, un nœud froid dans son estomac. Pourtant, sous cette peur, quelque chose d'autre éveillait en elle une curiosité profonde et troublante. Il n'avait pas essayé de lui faire du mal. Il n'avait pas volé son bétail ni tenté de brûler sa maison. Il se contentait de l'observer. Le 4e jour, il passa à l'action. C'était en fin d'après-midi. Le soleil commençait sa lente descente, peignant le ciel de nuances orange et violettes. Lucinda était dans le corral, en train de brosser sa jument marbrée, lorsque celle-ci se raidit soudainement. Ses oreilles se dressèrent, ses naseaux se dilatèrent, et elle poussa un hennissement grave et nerveux. Lucinda s'immobilisa, la main posée sur le cou de Bess. Elle écouta. Il n'y avait aucun bruit, à part le vent omniprésent. Elle tendit lentement la main vers le fusil appuyé contre la clôture du corral. Ce n'est pas nécessaire. La voix était grave et calme, avec un fort accent, mais une diction claire. Elle venait de derrière elle. Elle se retourna brusquement, portant le fusil à son épaule d'un seul mouvement fluide. Il se tenait juste à l'extérieur du corral, à moins de 6 mètres. Il s'était approché à pied, ses mocassins ne faisant aucun bruit sur la terre battue. Il était grand et large d'épaules, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans la roche même des labyrinthes. Ses longs cheveux noirs étaient tressés avec des bandes de fourrure de loutre.
Il avait les pommettes saillantes, la mâchoire forte et les yeux si sombres qu'ils semblaient refléter le vide du ciel nocturne. Il portait des jambières en peau de dame et un simple gilet en cuir sur sa poitrine nue, sillonné de fines lignes argentées laissées par de vieilles cicatrices. Il n'était pas armé, les mains ouvertes sur les côtés dans un geste de paix. Mais il dégageait une puissance, un calme plus intimidant que n'importe quelle menace ouverte. C'était l'homme de la crête. « Qui êtes-vous » demanda Lucinda d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était en réalité. Le Winchester était pointé sur le centre de sa poitrine. « Je m'appelle Kamatia » répondit-il. Son regard se posa sur le fusil, puis revint sur son visage. « Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Vous m'espionnez depuis des jours. » Elle compta ses jointures blanchies sur la crosse du fusil. « Pardonnez-moi si je ne vous crois pas sur parole. » Il fit un léger signe de tête presque imperceptible. « Je vous observais. Je devais être sûr. Sûr de quoi? » Au lieu de répondre, il regarda derrière elle, fixant son regard sur la petite maison entorchie. « Vous avez un cœur courageux, Lucinda Dalton. » L'entendre prononcer son nom fut un choc. Cela semblait intime, possessif. « Comment connaissez-vous mon nom? » Le vent transporte les murmures. Les hommes de votre ville parlent de la veuve têtue de Whispering Creek. Il fit un pas lent vers elle. « Ne tirez pas. Je suis venu vous remercier. »« Merci pourquoi? » demanda-t-elle, même si une prise de conscience commençait à germer dans son esprit. Il leva la main et pointa un long doigt cailleux vers la maison. « Mon fils, vous avez sauvé mon fils. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Le bébé, la plume, l'observation silencieuse. C'était le père. Le cavalier silencieux dans la tempête était un parent en deuil qui observait la femme qui tenait la vie de son enfant entre ses mains. Lentement, prudemment, elle baissa le fusil, tout en le tenant fermement contre son corps. « Il est vivant, il va bien. » Une profonde émotion traversa le visage stoïque de Kamatia, une brève fissure dans la façade de granit. « Il va bien. Il est avec sa grand-mère maintenant, la morsure que tu as soignée. Ton remède était puissant. Le chaman a dit que tu l'avais sauvé de l'esprit de la pourriture. » Il fit une pause. « Son nom n'est pas Petite Chatte. C'est Hop Coco. Cela signifie chatte sauvage. On dirait que tu le connaissais bien. » Le soulagement était si intense qu'il la rendit étourdie. « Je l'ai trouvé dans le ravin. » « Les coyotes. Je sais. » Katia l'interrompit d'une voix basse et tendue, marquée par le souvenir de la douleur. « J'ai vu le cadavre. » Il la regarda et pour la première fois, elle vit au-delà du guerrier. Elle vit l'angoisse d'un père qui avait presque tout perdu. « Nous avons été attaqués. Une bande rivale, les Kia. Dans le chaos du combat, ma femme a été tuée. Tuhopkeko était attaché à son porte-bébé. Le cheval s'est enfui. Nous avons cherché pendant 2 jours. Nous avons trouvé le cheval, le porte-bébé vide. Nous avons trouvé des traces de coyote. Nous avons cru qu'il était mort. Nous l'avons pleuré. » Lucinda pouvait à peine imaginer l'horreur. « Comment l'avez-vous trouvé ici? » « Mon frère, qui était en reconnaissance, a trouvé les traces d'une botte de femme menant du ravin. Il a trouvé le sang du coyote que vous avez tué. Il les a suivis jusqu'ici. C'est lui qui a emmené le garçon de votre cave. Il se déplace comme une ombre. Il a laissé la plume pour que vous sachiez que c'était notre peuple et non vos ennemis. » Tout s'expliquait. La récupération silencieuse, l'observation. Il ne l'avait pas jugé. Il l'avait honoré, essayant de comprendre cette étrange femme blanche qui avait combattu une meute de coyotes pour sauver un enfant Comanche. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, » dit-elle doucement. Kamatia secoua la tête. « Non, pas n'importe qui. Mon peuple est pourchassé sur cette terre. Votre peuple nous considère comme des êtres inférieurs. Une femme blanche qui sauve un bébé Comanche est plus rare qu'une rivière dans le désert. Vous lui avez montré le cœur d'une mère. Alors que ses propres mères avaient été réduites au silence, vous m'avez rendu mon fils. Pour cela, je vous dois la vie. » Le poids de ses mots, l'intensité de son regard sombre était stupéfiant. Dans le monde Comanche, une dette de vie était le lien le plus sacré qui puisse exister. « Il n'y a pas de dette, » dit-elle, mal à l'aise face à la gravité du moment. « Je suis juste heureuse qu'il soit en sécurité. » Il resta là un long moment, le soleil couchant projetant sa longue ombre sur elle. Il l'étudiait, son regard s'attardant sur sa robe usée, les callosités sur ses mains, sa mâchoire obstinée. Il ne voyait pas seulement une femme, mais une survivante, une combattante.
Il voyait en elle une force qui reflétait la sienne. La dette demeure, dit-il finalement, et elle doit être payée. Les hommes qui veulent vos terres, ceux que vous appelez Corin et Brody, leur cupidité est une maladie qui se propage. Ils envahissent nos terrains de chasse depuis l'ouest et vous oppriment depuis l'est. Ils sont autant mes ennemis que les vôtres. Il fit un pas de plus vers elle, sa présence imposante, sa voix prenant un ton grave, presque solennel. Vous êtes une guerrière seule sur cette île entourée d'eau. Je suis un chef de guerre sans femme pour ancrer mon foyer. Vous avez sauvé l'avenir de ma lignée. Je sauverai l'avenir de la vôtre. Il la regarda droit dans les yeux, le regard inébranlable. Lucinda Dalton, pour honorer cette dette et forger une alliance qui nous protégera tous les deux, je suis venu vous demander votre main. Cette proposition frappa Lucinda avec la force d'un coup physique. Le vent sembla s'arrêter. Le chant des criquets cessa et le monde entier se réduisit à l'espace entre elle et le chef de guerre Comanche, le mariage. Ce mot était si absurde, si étranger à ce contexte qu'elle faillit éclater de rire. Mais il n'y avait aucune trace d'humour dans les yeux sombres et sérieux de Camatia. Il ne lui faisait pas une déclaration romantique. Il forgeait un traité. Le mariage. Elle parvint finalement à prononcer ce mot qui avait un goût étrange sur sa langue. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis la chef de la tribu des Antilopes. Je ne prononce pas de paroles que je ne pense pas, répondit-il d'un ton neutre, sans même trahir la moindre offense face à son choc. Ce n'est pas une demande en mariage telle que votre peuple la connaît. C'est un pacte, une alliance entre deux peuples contre un ennemi commun. Lucinda secoua la tête, essayant de dissiper le brouillard de l'incrédulité. Je ne peux pas. Mon mari Samuel est enterré sur cette colline. Je suis une femme blanche. Et vous? Elle s'interrompit, ne voulant pas prononcer ces mots, mais le fossé entre leurs mondes était immense et indéniable. Je suis Comanche, il termina pour elle, d'une voix dure comme la pierre. Et vous êtes une femme blanche, je le vois bien, mais je vois aussi une femme qui trace une ligne dans la poussière et défie le monde de la franchir. Je vois une femme qui a besoin d'alliés. Votre peuple vous aide-t-il? Votre shérif vous protège-t-il? Non. Il conspire pour vous voler. Il chuchote à votre sujet. Vous êtes aussi seul dans votre monde que je le suis dans le mien. Chaque mot était vrai et la vérité faisait mal. Elle était complètement seule. Corrigan tournait autour d'elle comme un vautour. La ville se retournait contre elle et son seul compagnon était un enfant qui n'était pas le sien. Que signifierait ce mariage? Elle posa la question, se sentant à la fois pragmatique et folle. Il signifie ceci, répondit Camatia en désignant les terres qui les entouraient. Cette propriété deviendra ma maison. Mes guerriers deviendront tes gardiens. Lorsque les hommes de Corian arriveront à ta clôture, ils ne trouveront pas une femme seule. Ils trouveront 20 guerriers Comanches à ses côtés. Lorsque le shérif viendra avec ses fausses lois, il devra s'adresser à moi. Ton ruisseau sera protégé. Ta vie sera protégée. Et en échange, insista-t-elle, luttant pour comprendre les implications stratégiques, tu seras ma femme. Tu seras la mère de Tohopko. Mon peuple verra que la femme qui l'a sauvé fait désormais partie des nôtres, liée par l'honneur. Cela créera un pont. Cela donnera à mon fils l'amour maternel, et cela donnera à mon peuple une alliée puissante qui comprend cette terre et les coutumes des hommes blancs. Il posa son regard sur les tentes. Je ne demande pas ton lit, je ne demande pas ton cœur. C'est quelque chose qui doit être mérité pour être donné. Je demande ton nom. Je demande ton alliance. C'était une transaction commerciale dissimulée sous le langage de la cérémonie. Une fusion entre deux forces désespérées et assiégées. Son courage et ses terres contre sa force et ses guerriers. La logique était terriblement sensée. C'était une bouée de sauvetage, un bouclier contre la tempête qui s'annonçait. Mais le prix à payer était immense. Elle franchirait une ligne sans retour. Elle deviendrait une paria dans les faits et pas seulement en apparence. L'épouse d'un chef Comanche. L'idée même était scandaleuse et dangereuse. J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Camatia acquiesça en signe de respect. Le soleil se couchera et se lèvera à nouveau. Je reviendrai demain, lorsqu'il sera à son zénith, pour connaître ta réponse. Il la regarda une dernière fois. Pense à l'enfant, Lucinda Dalton. Pense à l'avenir que tu as sauvé. Et pense aux loups, ces bipèdes qui veulent tout détruire.
Sans un mot, il se retourna et se fondit dans le paysage aussi silencieusement qu'il était apparu, laissant Lucinder seul avec l'écho de son offre impossible. Cette nuit fut la plus longue de sa vie. Elle n'alluma pas la lampe, préférant s'asseoir dans l'obscurité, le poids de la décision pesant sur elle. Elle fit les 100 pas dans la petite cabane, ses pas traçant le chemin usé dans le plancher. Elle se dirigea vers le petit coffre où elle gardait les affaires de Samuel, sa Bible usée, une photographie sur papier teinté d'eux le jour de leur mariage, une mèche de ses cheveux blonds. « Que dois-je faire, Samuel ?» murmura-t-elle dans l'obscurité, les larmes aux yeux. « Ils vont tout prendre, tout ce que nous avons construit. Ils vont tout détruire. » Samuel était un homme bon, un homme doux. Il croyait en la loi et en la manière de faire les choses correctement. Mais la loi à Redemption Gulch appartenait à Bart Corian. Il n'y avait aucune justice là-bas. La manière de faire de Samuel allait la conduire à tout perdre. Elle pensa au petit chat de Topco, à la poigne féroce de sa petite main, à la façon dont ses yeux sombres l'avaient suivi. Elle lui avait sauvé la vie. Maintenant, son père lui offrait de sauver la sienne. C'était une symétrie parfaite et terrible. Était-ce une trahison? Trahir la mémoire de Samuel? Trahissait-elle son propre peuple, qui la traiterait sûrement de traîtresse, d'amoureuse des Indiens, de squarer? Ou était-ce une question de survie? Était-ce le seul choix sensé dans un monde insensé? Les premières lueurs de l'aube la trouvèrent assise sous le porche, le Winchester sur les genoux, le visage pâle et tiré. Elle avait regardé le soleil se lever comme elle l'avait fait ces 2 dernières années en tant que veuve. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui n'était pas une fin, mais un précipice. Alors que le soleil grimpait vers son zénith, elle les vit. Pas seulement Kamatia. Ils chevauchaient à la tête d'une colonne de 20 guerriers. Ils apparurent au-dessus de la crête, non pas avec des cris ou des hurlements, mais dans un silence puissant et discipliné. Ils étaient armés pour la guerre. Leurs visages étaient impatients, leurs lances et leurs fusils prêts à l'emploi. C'était une démonstration de force stupéfiante, un message clair à tous ceux qui pourraient les observer. Ils descendirent dans la petite vallée et s'arrêtèrent à une distance respectueuse de sa maison, leurs poneys s'agitant et reniflant dans la chaleur de midi. Kamatia mit pied à terre et marcha seul vers elle. Il s'arrêta au bas des marches du porche, le visage impassible, et attendit. Il ne posa pas à nouveau la question. Sa présence était la question. Le cœur de Lucinda battait à tout rompre dans sa poitrine. Le moment du choix était venu. Elle pouvait dire non, et lui et ses guerriers s'en iraient, la laissant seule face à Corrigan. Ou elle pouvait dire oui et entrer dans une nouvelle vie si radicalement différente de son ancienne qu'elle aurait l'impression de faire un pas dans le vide. Elle regarda son visage stoïque et fort. Elle regarda les guerriers derrière lui, promesse silencieuse de protection. Elle regarda la terre, sa terre menacée d'extinction. Elle pensa à un petit bébé fiévreux et à l'amour protecteur féroce qu'elle avait ressenti pour lui. Lentement, délibérément, elle se leva. Elle appuya le Winchester contre le mur de la maison, geste symbolique pour marquer l'abandon de son ancienne façon de mener ses combats seule. Elle marcha jusqu'au bord du porche et le regarda. « Oui », dit-elle d'une voix claire et forte qui portait dans l'air immobile. « La réponse est oui. » Une lueur de soulagement, de respect, peut-être même de victoire, passa dans les yeux de Kamatia. Il acquiesça d'un signe de tête sec. Le pacte était scellé. La veuve de Whispering Creek avait désormais une armée. Le changement fut immédiat et absolu. Les guerriers de Kamatia ne s'installèrent pas dans sa maison, mais ils occupèrent les terres qui l'entouraient. Ils établirent un petit camp discret dans le bosquet de peupliers près du ruisseau, leurs huttes se fondant si parfaitement dans le paysage qu'un observateur occasionnel ne les remarquerait pas. Des siècles silencieux et invisibles prirent position sur les hautes crêtes, leurs yeux perçants surveillant chaque approche. La propriété des Dalton n'était plus un ranch isolé, c'était une forteresse. La vie de Lucinda se transforma en un mélange surréaliste de 2 cultures. Kamatia était un homme de parole. Il ne la traitait pas avec affection, mais avec un respect profond et formel. Il prenait ses repas avec elle à la petite table en bois que Samuel avait construite, présence silencieuse et puissante dans sa maison. Ils parlaient un peu, leur communication était un mélange de son anglais délibéré, de ses gestes hésitants et d'une compréhension mutuelle surprenante.
Il lui apprit des choses. Il lui montra quelles plantes du lit du ruisseau pouvaient être broyées en pâte pour soulager une brûlure, et quelles racines, une fois bouillies, apaisaient un estomac agité. Il lui fit remarquer les signes subtils des traces d'animaux qu'elle n'avait jamais remarqués et lui apprit à lire le ciel pour prévoir l'arrivée d'un orage. En échange, elle partageait son café, fort et noir, et lui apprenait le nom de ses outils et le fonctionnement de la pompe à eau. C'était une danse lente et prudente de découverte. À 2 reprises, l'un de ses guerriers amena Opko à la ferme. Le bébé était en bonne santé et se développait bien, bercé dans les bras d'une femme âgée au regard sévère mais bienveillant. Sa grand-mère. Lars en peur de ses visites, Lucinda avait le droit de le prendre dans ses bras pour sentir à nouveau son petit poids. En voyant l'enfant, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Camatia l'observait avec son fils, le visage impassible, mais elle sentait qu'il approuvait silencieusement. Il ne la voyait pas comme une femme blanche, mais comme une mère. La nouvelle de cette alliance impie se répandit à Redemption Gulch comme un feu de prairie. Elle fut rapportée par l'un des ouvriers du ranch de Corrigan, qui était parti à cheval pour délivrer un nouvel avertissement, mais qui avait été accueilli à la limite de la propriété par 2 guerriers comanches armés et silencieux. L'ouvrier était revenu en ville en racontant une histoire invraisemblable, selon laquelle la veuve Dalton vivait avec toute une bande de sauvages. La réaction fut prévisible et venimeuse. Elle était désormais officiellement une paria. Mildred Peterson refusa de lui vendre ses provisions, lui tournant le dos lorsque Lucinda entra dans le magasin. Le forgeron, un homme qui avait autrefois été ami avec Samuel, cracha par terre lorsqu'elle passa devant lui. Il l'appelait Comanche Joe, un nom empreint de mépris et de dégoût. Seul le Dr. Garrett, un intellectuel fatigué venu de l'Est, perpétuellement déçu par le manque de civilisation dans l'Ouest, lui offrait un peu d'humanité. « Tu joues avec le feu, Lucinda », l'avertit-il discrètement dans la rue, évitant les regards noirs des autres habitants. « Corian est le maître de cette ville, et il monte les gens contre toi. Il leur dit que ce n'est plus seulement une question de terre. Il leur dit que tu as amené un groupe hostile à leur porte. »« Ils ne sont pas hostiles, » rétorqua Lucinda. « Ils protègent les leurs. »« Ce n'est pas ainsi que Corian présente les choses, » dit le Dr. Garrett en secouant tristement la tête. « Fais attention. » Bartholomew Corian présentait effectivement les choses ainsi. Il ne voyait pas cela comme un revers, mais comme une occasion en or. Il ne pouvait plus présenter cela comme un simple conflit foncier contre une veuve sans défense. C'était désormais une croisade juste. Il était le citoyen courageux qui protégeait les braves gens de Redemption Gulch contre la menace indienne que représentait une femme traîtresse. C'était le prétexte parfait pour lever une milice et éliminer Lucinda et ses nouveaux alliés, s'emparant des terres sous le couvert de la sécurité publique. Il se rendit directement chez le shérif Brody. « Vous allez nommer 20 de mes hommes adjoints, » ordonna Corian d'une voix basse et menaçante dans le bureau confiné du shérif. « Nous allons éliminer une menace pour cette communauté. » Brody, toujours aussi siquant, mais aussi lâche, hésita. Bart, entrer sur ces terres avec une milice, c'est une provocation. Les Rangers pourraient nous s'en mêler. Corian frappa du poing sur le bureau. Les Rangers sont à 160 km et à 3 jours de route. Le temps qu'ils arrivent, la menace sera neutralisée et nous serons les héros de la ville. Cette femme a amené un nid de vipères à notre porte. Êtes-vous la loi ou allez-vous laisser une bande de païens et une veuve renégate dicter leurs conditions? La pression était trop forte. Brody céda, comme Corian s'y attendait. Le shérif commença à signer des documents de délégation de pouvoir pour les ouvriers agricoles les plus impitoyables de Corrigan et une poignée de citadins effrayés et facilement influençables. Une guerre se préparait à Whispering Creek. La nouvelle parvint à Lucinda par l'intermédiaire d'un des éclaireurs de Camatia, un jeune guerrier courageux nommé Chackley, qui se déplaçait dans les plaines comme le vent. Il rapporta qu'un grand groupe d'hommes se rassemblait au ranch Corrigan, nettoyant des fusils et sellant des chevaux. Camatia accueillit la nouvelle avec un stoïcisme sinistre. Il rassembla ses guerriers dans le bosquet de Cottonwood, leur humeur passant d'une paix vigilante à une calme préparation meurtrière. Lucinda le trouva là, observant ses hommes se préparer. « Ils arrivent, » dit-elle d'une voix tendue. « Oui, » répondit-il, les yeux fixés sur l'horizon. « Ils y croient parce qu'ils sont nombreux. Ils sont forts. Ils ne comprennent pas cette terre. Elle ne se battra pas pour eux.
Une peur froide, plus vive que tout ce qu'elle avait connu auparavant, s'empara d'elle. Il ne s'agissait plus d'intimidation ou de menace. Des hommes allaient mourir. Du sang allait couler sur ces terres. Il devait y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas, dit Kamatia en se tournant vers elle. La cupidité de Corion est un loup affamé. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas été rassasiée ou tuée. Il la regarda, le regard inquisiteur. « As-tu peur? » »« Je suis terrifié, admit-elle, la voix légèrement tremblante. « Bien, dit-il d'un ton étonnamment doux. La peur te rend vigilante. Ton mari Samuel n'était pas un combattant. » C'était une affirmation, pas une question. La mention de Samuel la surprit. Non, c'était un bâtisseur, un fermier. Il croyait en la loi. Et la loi l'a laissé tomber, dit Kumote, les yeux rivés sur les siens. Et à ce moment-là, il décida de lui révéler une vérité qu'il avait apprise de ses éclaireurs, une histoire reconstituée à partir des vantardises d'ivrogne au saloon de Redemption Gulch. Le shérif Brody était là le jour où la fièvre aurait emporté votre mari. Mais Samuel Dalton n'avait pas la fièvre. Il avait eu un désaccord avec Corion au sujet des droits sur l'eau. Brody et deux des hommes de Corrigan l'avaient maintenu au sol pendant que Corrin l'encourageait à y entendre raison. La fièvre était une invention pour cacher les ecchymoses. Le monde bascula et le sol se déroba sous les pieds de Lucinda. Samuel, son gentil Samuel, n'était pas simplement mort. Il avait été assassiné. La maladie, le décès paisible qu'elle avait pleuré. Tout cela n'était qu'un mensonge. Il l'avait tuée pour s'en prendre à elle, pour s'emparer de ses terres. La peur qui habitait son cœur fut instantanément consumée par une rage purificatrice brûlante. Les derniers vestiges de son ancien moi, la veuve en deuil, la citoyenne respectueuse des lois, furent réduits en cendres. À leur place se dressait quelque chose de plus dur, de plus froid, forgé dans le feu impitoyable de l'Ouest. Elle regarda Kamatia, ses yeux bleus désormais glacés. « Quand ils viendront, dit-elle d'une voix dénuée de tout tremblement, ils ne feront pas que violer ma propriété. Ils se tiendront sur la tombe de mon mari. Assurez-vous qu'ils le sachent. » Kamatia acquiesça lentement, un profond respect se lisant dans ses yeux. Il ne voyait plus seulement une alliée, il voyait une guerrière. À l'aube, la troupe de 30 hommes de Corrigan arriva à la ferme des Dalton et trouva un silence inquiétant là où ils s'attendaient à un combat. La terre elle-même semblait retenir son souffle. Ils trouvèrent Lucinda qui les attendait sous le porche, non pas vêtue d'une robe de veuve, mais d'un pantalon de travail, le Winchester posé sur ses genoux. Elle n'était pas une victime, elle était l'appât. Corian retint son cheval à 50 mètres de la maison, le groupe se déployant derrière lui. Il sourit en la voyant. « Eh bien, regardez-moi ça. Comanche Joe en personne. Je t'ai donné une chance de partir femme. Maintenant, je suis ici pour récupérer cette terre pour des gens honnêtes. Cette terre est à moi, Bart, » s'écria Lucinda d'une voix retentissante. « Achetée et payée avec la sueur et le sang de mon mari. »« Ton mari est mort, » cracha Corrigan, « et tu l'as déshonoré en couchant avec des sauvages. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, une flèche siffla dans le paysage apparemment désert et se planta dans la terre à quelques centimètres des sabots de son cheval. L'animal hennait et se cabra, semant la confusion parmi les hommes. Alors que les hommes cherchaient leurs armes à tâtons, Kamatia et 10 de ses guerriers surgirent du lit du ruisseau comme des fantômes, formant une ligne silencieuse et immuable entre le groupe et la maison. Leurs visages étaient peints, leurs armes prêtes. Corrigan retrouva son sang-froid, le visage violet de rage. Regardez-les tous ouvrir le feu. Mais la voix de Lucinda trancha la tension comme un couteau, visant non pas Corrigan, mais son shérif. « Shérif Brody !» cria-t-elle d'une voix empreinte d'une autorité que personne ne lui avait jamais entendue auparavant. « Vous êtes loin de votre juridiction, mais vous n'êtes pas loin de vos crimes. » Brody tressaillit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de Samuel Dalton. » Elle s'éleva de toute sa hauteur. « Je parle de la fièvre qui l'a emporté, la fièvre qui a laissé des ecchymoses sur son cou et sa poitrine, la fièvre qui s'est manifestée sous la forme de vous et Coran. » Un murmure de stupéfaction parcourut les habitants de la ville qui faisaient une partie de la milice. Ils étaient venus pour combattre les Indiens, pas pour être complices d'un meurtre. « C'est un mensonge », rugit Corrigan. Mais son démenti fut couvert par le regard de Lucinda qui se posa sur un jeune adjoint terrifié nommé Peter. « Peter, tu étais là ce jour-là, n'est-ce pas? »
Tu es resté dehors. Tu as tout entendu. Dis-leur ce que tu as entendu. Le jeune adjoint, pris entre le regard meurtrier de Corrigan et la juste colère de Lucinda, finit par craquer. Elle a raison, balbutia-t-il, la voix brisée. J'ai entendu des cris. Le shérif m'a dit de ne pas m'en occuper. Cet aveu brisa l'unité factice. Les habitants, réalisant qu'ils avaient été manipulés, commencèrent à reculer leurs chevaux. Corrigan, voyant son pouvoir s'évaporer, poussa un rugissement de rage et leva son fusil, visant directement Lucinda. Il ne tira jamais. Camatia avait attendu ce moment. Une flèche jaillit de son arc à une vitesse fulgurante, frappant Corrigan à l'épaule de son bras armé. Il hurla et lâcha son fusil. Au même instant, un cri de guerre effrayant retentit lorsque le reste des guerriers de Camatia descendit des rochers, attaquant les flancs du groupe. Le combat fut rapide et brutal. Les mercenaires de Corrigan, dépassés et terrifiés, se dispersèrent et s'enfuirent. En quelques minutes, tout était terminé. Les seuls qui restaient étaient Corrigan, blessé et vaincu, et le shérif Brody, en larmes, tiré de leurs chevaux et retenu fermement par les guerriers. Camatia se dirigea vers le porche où se tenait Lucinda, le visage impassible. Ses yeux posaient une question silencieuse. C'était sa terre. C'était sa justice. Il lui laissait le soin de rendre le jugement final. Elle descendit les marches et se tint devant les deux hommes qui avaient détruit sa vie. Le désir de vengeance était un feu brûlant et tentant. Elle pouvait ordonner leur mort et personne ne l'en empêcherait. Mais elle leva les yeux vers la colline où Samuel était enterré, se souvenant de cet homme bon. C'était un homme qui croyait en la loi, aussi imparfaite fût-elle. Les tuer ne la rendrait pas meilleure qu'eux. Attachez-les à leurs chevaux, dit-elle d'une voix calme et claire. Renvoyez-les à Redemption Gulch. Laissez Twitter raconter son histoire. Laissez la ville voir qui ils sont vraiment. Vous pourrirez en prison. C'est un sort pire qu'une mort rapide pour des hommes comme vous. Katia hocha la tête, signe autrefois de profond respect pour sa sagesse. Pendant que ses guerriers exécutaient ses ordres, il se tenait à côté d'elle sous le porche. La poussière retombait et le silence revenait dans la vallée. Un silence paisible, sans tension. « La dette est payée, dit-il doucement. « Oui, acquiesça-t-elle. En effet, le mariage avait été un pacte de survie, mais dans le creuset de cette journée, quelque chose d'autre s'était forgé, un partenariat fondé sur un respect plus profond que n'importe quel traité. Et maintenant, demanda-t-elle, l'avenir, un territoire inconnu. Camatia la regarda, puis se tourna vers le bosquet de peupliers où son fils l'attendait. Il regarda sa petite maison rebelle et la terre qui leur appartenait désormais véritablement et qui était en sécurité. Un sourire faible et inhabituel effleura ses lèvres. « Maintenant, dit-il, nous commençons. » La caméra s'éloigne de Lucinda et Camatia, montrant la paisible propriété. Les guerriers Comanches se retirent tranquillement dans le paysage, leur veille ininterrompue. L'image s'estompe dans le noir. Conclusion. L'histoire de Lucinda Dalton n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de renaissance. Elle découvrit que la force ne consistait pas seulement à endurer seule les épreuves, mais aussi à avoir le courage de forger des alliances dans les endroits les plus inattendus. Le pacte qu'elle conclut avec Camatia, né du désespoir, devint un pont entre deux mondes, prouvant que l'honneur, le courage et l'amour des parents parlent un langage qui transcende la culture et les préjugés. La leur était une nouvelle sorte de famille, une nouvelle sorte de pouvoir fondé sur le respect mutuel au cœur d'un Ouest impitoyable. Ils n'ont pas seulement sauvé un bout de terre, ils ont semé les graines d'un avenir que personne n'aurait pu prédire. Si cette histoire de courage et d'alliance improbable vous a ému, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime », en la partageant avec quelqu'un qui aime les récits de forts et en vous abonnant à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, issues des recoins oubliés de l'histoire. Votre soutien nous permet de perpétuer ces incroyables héritages. Merci de votre écoute.